Et si je vous disais que la salade, ce pilier de votre régime santé, pourrait faire plus de mal à votre corps qu'un simple verre de vodka? Ça paraît fou, n'est-ce pas? Nous avons l'habitude de tout voir en noir et blanc. Les légumes, c'est le bien absolu. L'alcool, le mal à 100%. Pourtant, le monde est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, nous allons commettre une véritable subversion dans l'univers de la nutrition saine. Je vais vous révéler 3 légumes ultra populaires que l'on trouve dans tous les supermarchés, et probablement dans votre propre frigo. Et je vous prouverai qu'à certaines conditions, ils peuvent s'avérer plus insidieux et plus dangereux pour votre organisme qu'une consommation modérée d'alcool. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'hygiène de vie? Alors, préparez-vous, car après cette vidéo, vos visites au supermarché ne seront plus jamais les mêmes. Et oui, j'anticipe déjà vos commentaires incendiaires, donc s'il vous plaît, regardez jusqu'au bout avant de tirer des conclusions hâtives. Commençons par cadrer le sujet. Au XXIe siècle, le mode de vie sain s'est mué en une véritable religion. On nous bombarde de mantras. Mangez plus de légumes, 5 portions par jour, c'est la loi. Les légumes sont la source de vitamines et de fibres. Et en soi, c'est juste. Mais dans cette course effrénée à la clean diet, nous oublions le diable qui, comme chacun sait, se niche dans les détails. Nous avons cessé de nous poser les bonnes questions. Quel légume exactement? Comment a-t-il été cultivé? Comment est-il préparé? Nous avons érigé un culte où tout produit issu du potager est automatiquement considéré comme sacré. L'alcool, à l'inverse, est devenu le démon principal. Ses dégâts sur le tissu, sur le foie, le cerveau et l'organisme sont incontestables en cas d'abus. Mais voici le paradoxe. Les méfaits de l'alcool sont au moins étudiés et prévisibles. Nous connaissons les dosages, les mécanismes, les conséquences. Or, les dommages causés par certains aliments sains agissent de manière plus silencieuse, plus sournoise, masqués par leur image de santé. Ils frappent moins clairement, mais souvent de façon beaucoup plus pernicieuse, provoquant des inflammations chroniques, des réactions auto-immunes et des troubles métaboliques que les gens peinent à diagnostiquer pendant des années, tout en continuant à se régaler de leur salade bien-être. Passons à notre premier suspect. Voici la star incontestée de nos tables, souvent appelée le deuxième pain, l'ingrédient phare de centaines de recettes, la pomme de terre. Oui, celle-là même, sans laquelle il est impossible d'imaginer un dîner de famille. On l'adore en purée onctueuse, frite, à l'eau ou au four. Elle était économique, nourrissante et a priori totalement inoffensive. Après tout, c'est un légume. Mais regardons ce qui se cache vraiment sous sa peau. Le problème majeur de la pomme de terre, c'est son indice glycémique, IG, excessivement élevé. Une fois dans l'organisme, surtout lorsqu'elle est consommée sous forme de purée fine ou de frites croustillantes, l'amidon qu'elle contient se transforme en glucose à une vitesse éclair. Pour notre pancréas, une assiette de purée, c'est presque l'équivalent d'avaler plusieurs cuillerées de sucre pur. Cela provoque un pic d'insuline massif, nécessaire pour gérer et stocker toute cette quantité de glucose. Imaginez les montagnes russes. C'est l'expérience que vous faites subir à votre corps à chaque fois que vous mangez des pommes de terre. Une envolée spectaculaire du taux de sucre, suivie d'une chute tout aussi brutale. Et que ressentez-vous juste après? Exactement. De nouveau la faim et la fatigue. Maintenant, comparons cet effet à celui d'une petite quantité de bon vin sec ou d'un alcool fort et pur. Certes, l'alcool sollicite également le foie, mais il ne provoque pas une augmentation aussi brutale du taux de sucre dans le sang. Son métabolisme est plus prévisible et ne met pas notre système insulinique à rude épreuve de manière aussi soudaine. Alors, que se passe-t-il lorsque l'on consomme régulièrement des pommes de terre? Ces montagnes russes insuliniques permanentes mènent progressivement à l'épuisement des cellules qui finissent par ne plus y répondre. C'est le développement de l'insulinorésistance, une voie directe vers le diabète de type 2, l'obésité, les maladies cardiovasculaires
et l'inflammation chronique. Vous pourriez passer des années sans toucher une goutte d'alcool, mais régulièrement agresser votre pancréas avec des pommes de terre et finalement développer un syndrome métabolique. Il apparaît donc qu'à long terme, pour votre métabolisme, la pomme de terre peut se révéler un ennemi bien plus dévastateur que ce verre de vin pris au dîner. Nous craignons la cirrhose liée à l'alcool, mais nous ignorons totalement le risque de diabète engendré par un légume, en apparence si inoffensif, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le véritable problème commence quand nous décidons de préparer nos pommes de terre de façon plus gourmande. Par exemple, en les faisant frire jusqu'à obtenir cette magnifique croûte dorée, ou en les faisant rôtir au four à très haute température. C'est à cet instant précis que dans ce légume pourtant inoffensif, naît un véritable monstre, l'acrylamide. Ce composé chimique se forme par une réaction entre les sucres et l'asparagine, un acide aminé, dès que la température dépasse les 120 degrés Celsius. Pour faire simple, cette fameuse croûte croustillante et appétissante sur vos frites ou vos chips, c'est de l'acrylamide à l'état pur. Et devinez ce qui est le plus inquiétant. Le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, classe l'acrylamide comme cancérogène probable pour l'homme. Les études menées sur des animaux ont d'ailleurs clairement démontré un lien entre sa consommation et le développement de maladies oncologiques. Bien sûr, les doses exactes nécessaires pour l'être humain sont encore en cours d'étude, mais la simple présence d'un cancérogène potentiel dans votre assiette devrait sérieusement nous faire réfléchir. Revenons à notre parallèle avec l'alcool. Oui, une consommation excessive d'alcool augmente aussi le risque de développer certains cancers. C'est un fait prouvé. Sauf que dans le cas des pommes de terre, ce risque, nous le prenons avec un produit que nous considérons comme basique, quotidien, voire même diététique. Nous donnons des frites à nos enfants, nous en mangeons nous-mêmes plusieurs fois par semaine, sans nous douter un seul instant que nous ingérons volontairement une substance classée parmi les potentiels cancérogènes. La situation devient alors paradoxale. Quelqu'un peut être fier de ne pas boire une goutte d'alcool, alors que son alimentation, riche en frites, peut présenter des risques oncologiques tout aussi importants, voire plus insidieux. L'insidiosité réside justement dans le fait que ce danger est masqué par la banalité et par une fausse idée de bienfait. C'est comme un poison au goût très agréable, auquel il est impossible de résister. Une image illustrative pourrait être la suivante. D'un côté, un verre de vodka, de l'autre, une montagne de frites avec la légende « Choisissez votre poison ». Et les vitamines alors, me direz-vous? On nous a toujours dit que la pomme de terre était riche en potassium et en vitamine C. C'est vrai, mais soyons honnêtes. Pour obtenir une dose significative de vitamine C, il faudrait en manger une quantité astronomique et absorber par la même occasion une dose massive d'amidon, sans compter que la majeure partie de cette vitamine est de toute façon détruite par la cuisson. Il est donc illusoire de compter sur la pomme de terre comme source d'acide ascorbique. Le potassium? Oui, il y en a. Mais vous pouvez le trouver dans des dizaines d'autres sources beaucoup plus saines et sûres. L'avocat, les épinards, les bananes, les légumineuses. En choisissant la pomme de terre pour le potassium, vous vous infligez en prime des montagnes russes, glycémiques et des cancérogènes potentiels. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. Les bénéfices ne sont pas comparables aux dégâts potentiels. Au moins, personne n'essaie de faire passer l'alcool pour une source de vitamines. Il est honnête, c'est un poison pour se détendre. Quant à la pomme de terre, c'est un loup dans la bergerie, un faux ami qui prétend vous faire du bien. Alors, que faire? Faut-il renoncer définitivement à notre légume préféré? Pas nécessairement. Premièrement, il est essentiel de comprendre que la pomme de terre est la plus nocive lorsqu'elle est cuite à très haute température et transformée en purée.
Si vous consommez occasionnellement des pommes de terre cuites en robe des champs et refroidies, une partie de l'amidon se transforme en ce qu'on appelle l'amidon résistant. Celui-ci a l'avantage de moins faire grimper la glycémie et sert de nourriture aux bonnes bactéries de l'intestin. Autrement dit, une salade de pommes de terre froides est le moindre mal. Deuxièmement, d'excellentes alternatives existent. Prenez par exemple la patate douce. Malgré son nom, elle présente un indice glycémique plus faible et apporte beaucoup plus de nutriments bénéfiques, notamment du bêta-carotène. La purée de chou-fleur est également une excellente substitution à la purée de pommes de terre. Elle est très similaire en goût et en texture, mais ne contient pas d'amidon. À la place des frites ou des pommes de terre sautées, essayez le céleri rave ou le topinambour. Le plus important est de prendre conscience de ce problème et d'arrêter de considérer la pomme de terre comme un aliment indispensable et inoffensif au quotidien. Passons maintenant au deuxième aliment de notre liste. Le maïs, doré, juteux et sucré. Surtout l'été, un épi de maïs bouilli, c'est le goût de l'enfance. Et le pop-corn au cinéma? Sans oublier le maïs en conserve dans nos salades? On se dit, qu'est-ce qui pourrait bien clocher avec cette plante si solaire? Mais attention, plusieurs surprises désagréables nous attendent. Première surprise, d'un point de vue botanique, le maïs n'est pas du tout un légume. C'est une céréale. Et par conséquent, il faut le traiter comme tel, avec toutes les implications que cela comporte. Il contient beaucoup d'amidon et de sucre, tout comme la pomme de terre. Mais le maïs a un atout spécial, un joker dans sa manche, qui le rend encore plus problématique. Je parle ici du fructose. Les variétés hybrides modernes de maïs sont sélectionnées dans un seul but, être le plus sucré possible. Cette douceur est obtenue grâce à une teneur élevée en fructose, surtout lorsque le maïs est transformé en ce fameux sirop de maïs. Ce sirop, on le retrouve aujourd'hui dans presque tous les produits industriels, allant des sodas au ketchup, et c'est ici que nous abordons le point essentiel. Qu'est-ce qui rend le fructose si redoutable, alors qu'il est souvent appelé le sucre des fruits? La clé réside dans la manière dont notre corps gère son assimilation. Tandis que le glucose est utilisé comme carburant par la quasi-totalité de nos cellules, le métabolisme du fructose, lui, est presque exclusivement géré par le foie. Et devinez quel autre produit était métabolisé exactement de la même façon, mettant une pression directe sur cet organe? Vous l'avez deviné, l'alcool. Lorsque vous consommez beaucoup de maïs ou d'aliments contenant du sirop de maïs à haute teneur en fructose, vous mettez votre foie en surcharge, le forçant à travailler en urgence pour transformer cet excès de fructose en graisse. Ce processus est pratiquement identique à celui qui se produit dans le foie après une consommation d'alcool. En conséquence, on développe une maladie que les médecins appellent la stéatose hépatique non alcoolique. Autrement dit, vous pouvez être un abstinent absolu, mais votre foie souffrira comme si vous buviez régulièrement. C'est ironique, n'est-ce pas? Les méfaits d'un verre de vin sont au moins évidents, mais l'impact négatif d'une simple boîte de maïs en conserve, ajouté à une salade soi-disant saine, c'est un véritable coup de poignard. Le problème est encore exacerbé par le fait que le maïs est le champion incontesté de la modification génétique. Selon diverses estimations, jusqu'à 90% du maïs cultivé dans le monde est génétiquement modifié. Je ne vais pas m'attarder ici sur le débat concernant la nocivité directe des OGM pour la santé humaine. C'est un sujet qui mériterait une discussion beaucoup plus longue. Abordons plutôt le problème sous un autre angle. Le maïs OGM est conçu pour être résistant à certains types d'herbicides, notamment le glyphosate. Ceci permet aux agriculteurs de littéralement inonder leurs champs de ce produit chimique, éliminant ainsi toute trace de mauvaises herbes. Par conséquent, le produit final que nous retrouvons dans notre assiette peut contenir des résidus de cette substance. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a classé le glyphosate comme
probablement cancérogènes pour l'homme. Nous retrouvons ici le même terme que celui utilisé pour l'acrylamide. Il en résulte qu'en consommant un simple épi de maïs, nous risquons non seulement un choc de sucre pour le foie, mais aussi une dose de produits chimiques potentiellement dangereux. Comparez cela à une bouteille de bon vin élaborée selon des méthodes traditionnelles. Le choix, à mon avis, devient soudainement beaucoup moins évident. Il y a un autre aspect dont on parle rarement, l'impact du maïs sur l'inflammation dans notre corps. Le maïs, et surtout l'huile de maïs, sont extrêmement riches en acides gras oméga 6. Nous avons besoin de ces acides, c'est vrai, mais l'équilibre avec les acides gras oméga 3, qui eux sont anti-inflammatoires, est absolument crucial. Idéalement, ce rapport dans notre alimentation devrait être de 1 pour 1, ou au maximum de 4 pour 1 en faveur des oméga 6. Or, dans l'alimentation moderne, surchargée en huile de maïs, en plats pracs à préparer, et en viande d'animaux nourris au maïs, cet équilibre est complètement faussé. On atteint des rapports de 20 pour 1, voire plus. Un tel déséquilibre crée un état pro-inflammatoire constant dans l'organisme. C'est comme un feu qui couve, prêt à s'embraser à tout moment, se manifestant par de l'arthrite, des problèmes cardiaques, des maladies de la peau ou même de la dépression. L'alcool peut aussi provoquer de l'inflammation, mais son action est plus aiguë et directe. Le maïs, lui, engendre un problème chronique et insidieux, très difficile à identifier et à relier à un aliment spécifique. Le plus grand danger du maïs réside dans son omniprésence. Contrairement à la pomme de terre, que nous identifions clairement, le maïs se dissimule sous des dizaines d'appellations différentes. Sirop de maïs, amidon de maïs, maltodextrine, dextrose, gomme xanthane. Tout cela est dérivé du maïs. Jetez un œil à l'emballage d'une sauce, d'un yaourt, de charcuterie, de pain, ou même d'aliments pour bébés. Il y a de fortes chances que vous y trouviez l'un de ces agents masqués. Nous consommons des quantités astronomiques de maïs sans même en avoir conscience. Nous pensons manger du ketchup à la tomate, alors qu'en réalité, il s'agit surtout de sirop de maïs coloré et aromatisé. Nous achetons un yaourt, 0% de matière grasse, sans réaliser que, pour lui donner de la texture, il a été épaissi avec de l'amidon de maïs. Cette expansion furtive rend le maïs bien plus dangereux que l'alcool, dont nous pouvons au moins contrôler et prendre conscience de notre consommation. Nous savons quand nous buvons du vin, mais nous ignorons presque toujours quand nous consommons du maïs. Or, l'ennemi invisible est toujours le plus redoutable. Comme avec la pomme de terre, exclure totalement le maïs peut sembler une mesure radicale pour beaucoup. Que peut-on faire concrètement? Premièrement, prenez l'habitude de décortiquer les étiquettes. Fuyez absolument les aliments qui contiennent du sirop de maïs à haute teneur en fructose ou de l'amidon de maïs modifié. Deuxièmement, si vous êtes amateur de maïs, privilégiez toujours les variétés biologiques non traitées au glyphosate. L'idéal, ce sont les variétés ancestrales non hybrides que l'on peut parfois dénicher auprès des petits producteurs locaux. Troisièmement, rappelez-vous que le maïs est une céréale et non un légume. Considérez-le comme un simple accompagnement, jamais comme le plat principal. Il ne doit surtout pas se substituer à d'autres légumes réellement nutritifs. Et bien entendu, faites une croix sur le pop-corn, souvent cuit dans des huiles de mauvaise qualité et saturé d'arômes artificiels. Il est préférable de croquer une poignée de noix dont les bienfaits seront incomparablement supérieurs. La pleine conscience alimentaire, voilà notre meilleur atout pour contrer les menaces insidieuses qui se cachent dans nos assiettes. Et pour finir, le troisième chef d'accusation de notre réquisitoire. Cette fois, c'est toute une famille de plantes que nous adorons pour leur couleur et leur saveur intense qui est mise en cause. Il s'agit des solanacées. Sur nos tables, les principaux représentants de ce groupe sont la tomate, l'aubergine, le poivron et bien sûr la fameuse pomme de terre que nous avons déjà citée. Et oui, c'est un récidiviste. Mais qu'est-ce qui unit ces aliments, apparemment si différents et d'apparence si saine?
Ils sont unis par la présence de protéines de défense spécifiques appelées lectines. Les plantes ne sont pas les créatures sans défense que l'on imagine. Incapables de s'enfuir face à un prédateur, elles ont développé au fil de l'évolution tout un arsenal d'armes chimiques pour se protéger et empêcher leurs graines d'être consommées. Les lectines sont l'une de ces armes. Ce sont des protéines collantes, conçues pour provoquer des troubles digestifs chez quiconque oserait les ingérer. Et même si, en tant qu'êtres humains, nous avons appris à mieux les digérer que les insectes, elles n'en restent pas moins un problème majeur pour un grand nombre d'entre nous. Comment les lectines agissent-elles exactement? Lorsqu'elles arrivent dans notre intestin, elles ont la capacité de se lier aux cellules de la muqueuse intestinale. Imaginez une bardane qui s'accroche à vos vêtements. Les lectines font plus ou moins la même chose. Elles se fixent aux parois de notre intestin. Chez les personnes ayant une digestion sensible ou des problèmes intestinaux préexistants, cela peut entraîner des dommages au niveau de la barrière intestinale. On parle alors de ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin perméable. Attention, ce n'est pas un diagnostic médical à proprement parler, mais plutôt la description d'un processus où des microfissures, des espaces microscopiques, apparaissent dans la paroi de l'intestin. Par ces trous, des particules alimentaires non digérées, des bactéries et des toxines qui n'ont absolument rien à faire là, peuvent s'infiltrer directement dans la circulation sanguine. Notre système immunitaire, en détectant ces corps étrangers dans le sang, tire naturellement la sonnette d'alarme et se met à les attaquer. C'est là que démarre l'inflammation systémique, et c'est justement la cause profonde de nombreux problèmes que les gens attribuent à toutes sortes de choses, sauf, bien sûr, à leur chère salade de tomates. Et c'est à ce moment précis que commence le plus intéressant, mais aussi le plus risqué. Lorsque le système immunitaire est en état d'alerte permanent, à cause de cette hyperperméabilité intestinale, il peut commencer à se tromper. En effet, certaines protéines qui pénètrent dans le sang peuvent avoir une structure similaire à celle de nos propres tissus. Il peut s'agir, par exemple, des tissus articulaires, de la glande thyroïde ou de la peau. Et le système immunitaire, en voulant détruire cet ennemi, se met par erreur à s'attaquer lui-même. Ce processus est ce qu'on appelle une réaction auto-immune. C'est la raison pour laquelle de nombreux professionnels de la santé intégrative associent la consommation excessive de solanacées à l'aggravation de maladies telles que la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis ou la thyroïdite de Hashimoto. Des gens souffrent pendant des années de douleurs articulaires, d'éruptions cutanées, d'une fatigue chronique, et avalent des médicaments à la pelle sans se douter que la cause pourrait être une simple aubergine ou un poivron prétendument bénéfique dans leur assiette. Comparez cela à l'alcool. Certes, il peut provoquer une gueule de bois ou des problèmes hépatiques, mais il est rare qu'il enclenche un mécanisme d'autodestruction corporelle aussi insidieux. En plus des lectines, les solanacées contiennent une autre substance intéressante, la solanine. C'est un glycoalcaloïde qui sert de pesticide naturel à la plante, la protégeant ainsi des nuisibles et des champignons. À forte dose, la solanine est un poison. L'exemple classique est la pomme de terre qui a verdi. Cette couleur verte signale une teneur élevée en solanine et il est formellement déconseillé de consommer ce type de pomme de terre. Bien sûr, dans les tomates mûres et les aubergines, la quantité de solanine est beaucoup plus faible et cette dose reste sans danger pour la majorité des gens. Cependant, chez les personnes sensibles, même une petite quantité de solanine peut déclencher des réactions inflammatoires, des douleurs articulaires ou des troubles digestifs. De nombreuses personnes atteintes d'arthrite constatent que leur état s'améliore significativement lorsqu'elles retirent totalement les solanacées de leur alimentation. Cela ne veut pas dire que les tomates provoquent l'arthrite, mais elles peuvent agir comme un puissant déclencheur qui aggrave une inflammation déjà présente. C'est un peu comme jeter de l'huile sur un feu qui couve déjà dans vos articulations. Alors, pourquoi le mal causé par ces légumes
peut-il être considéré comme plus sournois que celui de l'alcool? Tout simplement parce qu'il n'est absolument pas évident. Quand quelqu'un a mal à la tête après une soirée, il en connaît la cause. Quand son foie commence à souffrir après des années d'abus, le lien est également très clair. Mais lorsque vos genoux commencent à vous faire souffrir, la dernière chose à laquelle vous penserez, c'est à la tomate. Vous allez blâmer l'âge, la météo, l'effort physique. Vous consulterez un médecin qui vous prescrira des anti-inflammatoires, assortis de leur lot d'effets secondaires. Pendant ce temps, vous continuerez à consommer votre salade vitaminée, composée de tomates et de poivrons, alimentant ainsi l'inflammation chronique dans votre corps. C'est là que réside la principale perfidie des solanacées. Elles agissent en sourdine, se faisant passer pour des produits sains, et leurs effets négatifs peuvent ne se manifester que des mois, voire des années plus tard. C'est une véritable bombe à retardement que nous introduisons nous-mêmes dans notre organisme, jour après jour. Les personnes qui souffrent déjà de maladies auto-immunes, de troubles intestinaux, du syndrome de l'intestin irritable, SII, ou de douleurs articulaires chroniques devraient être particulièrement vigilantes avec les solanacées. Pour ces individus, l'exclusion temporaire de ce groupe d'aliments, ce qu'on appelle un régime d'éviction, peut se révéler être une véritable bouée de sauvetage. Il est fréquent qu'après seulement 3 ou 4 semaines sans consommer de tomates, de poivrons ou d'aubergines, les gens constatent une amélioration spectaculaire de leur état de santé. Les douleurs disparaissent, la peau s'éclaircit et le niveau d'énergie augmente considérablement. Attention, cela ne signifie pas que tout le monde doive abandonner ses légumes immédiatement et définitivement. Cependant, si vous faites face à des problèmes de santé inexpliqués, tenter de les retirer de votre alimentation pendant un mois est un outil de diagnostic très simple et totalement sûr. Après tout, mieux vaut se priver temporairement de pizza et de ratatouille que de dépendre des antidouleurs toute sa vie, n'est-ce pas? Alors, que faire pour ceux qui sont en bonne santé, mais qui souhaitent tout de même minimiser les inconvénients potentiels des solanacées? Il y a quelques règles simples. Premièrement, la majeure partie des lectines et de la solanine se trouve dans la peau et les graines. Par conséquent, si vous pelez une tomate, en la fendant légèrement et en la plongeant rapidement dans l'eau bouillante, et que vous retirez ses graines, vous la rendrez beaucoup plus inoffensive. Il en va de même pour les poivrons. Pour les aubergines, le trempage dans l'eau salée avant la cuisson est une excellente technique. Deuxièmement, la cuisson réduit considérablement la quantité de lectine. C'est pourquoi les solanacées braisées ou cuites au four sont toujours préférables aux solanacées crues. Un poivron cru dans une salade représente, par exemple, un véritable choc de lectine pour l'organisme. Troisièmement, choisissez toujours des fruits qui sont parfaitement mûrs. Les tomates vertes, qui ne sont pas mûres, contiennent beaucoup plus d'alcaloïdes toxiques. Et bien sûr, agissez toujours avec modération. Inutile de consommer des solanacées 3 fois par jour. La diversité alimentaire est la clé d'une bonne santé. En résumé, faisons le point. Aujourd'hui, nous avons osé remettre en question les vaches sacrées de l'alimentation saine. Nous avons découvert que la simple pomme de terre peut être une véritable bombe à sucre et une source de substances potentiellement cancérigènes, surpassant bien d'autres aliments. Nous avons appris que le maïs doux surcharge notre foie en fructose, presque autant que l'alcool, alimentant ainsi l'inflammation chronique. Enfin, nous avons levé le voile sur les solanacées, tomates, aubergines et poivrons, dont les protéines de défense, les lectines, peuvent déclencher des douleurs articulaires et des réactions auto-immunes. Le point essentiel à retenir est le suivant. Tout ce qui pousse dans le jardin n'est pas forcément bon pour vous. Et voici le revirement de situation. Le problème ne réside pas dans les légumes eux-mêmes. Il réside dans leur quantité, leur mode de préparation et notre foi aveugle dans leurs bienfaits inconditionnels. Les méfaits de l'alcool sont évidents et dépendent de la dose. Ceux des mauvais de légumes sont, eux, sournois, masqués et ont souvent un effet cumulatif.
L'objectif de cette vidéo n'est ni de vous effrayer, ni de vous inciter à abandonner les légumes. Le but est de vous pousser à réfléchir, à analyser et à écouter votre corps. Cessez de suivre les dogmes et commencez à construire votre alimentation de manière consciente. Merci d'avoir regardé cette vidéo au sujet parfois délicat jusqu'à la fin. Si elle vous a fait réfléchir, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines déconstructions du monde du bien-être. Maintenant, une question pour vous. Quels autres produits prétendument sains vous inspirent des doutes ou des interrogations? Partagez vos pensées en commentaire. Il est possible que votre remarque devienne le sujet de notre prochaine émission. Continuons d'enquêter ensemble.